Donc je recommence. Les numéros 1 de la VO avec 0 titre indé de Marvel et de DC. C'est parti. Vous inquiétez pas, si vous entendez un chien qui aboie, c'est normal. C'est parce qu'il y a un chien qui aboie. Mais sinon, tant Ça, mieux. c'est pas de la précision. On commence, ou alors dans le langage de Bizarro, on termine. On termine pas, ou on termine, je sais plus comment ça fonctionne le langage inversé de Bizarro. Euh, alors c'est Bizarro hier non, donc on pourrait traduire par Bizarro l'année inexistante, l'année nulle, enfin voilà. Voilà, c'est le petit jeu de mots sur le fait que Bizarro habituellement parle en inversant le sens ou en inversant les mots. Enfin, voilà. Donc, s'il veut dire je suis Bizarro, il va dire je suis pas Bizarro. Ce genre de choses. Petite particularité quand même, c'est Kevin Smith voilà, qui revient un petit peu qui revient de temps en temps. Voilà, il fait sa petite excursion dans le milieu comics. Et là, cette fois-ci, habituellement, c'est plus chez Marvel, même s'il a fait un peu du Green Arrow quand même. Mais bon, il est quand même un peu plus connu pour son Daredevil, par exemple. Là, il s'est dit Bizarro, pourquoi pas. Alors, il bosse avec Eric Carrasco à l'écriture, et niveau graphique, c'est Michael Garland et Nick Pitara. C'est le bordel un peu ce premier numéro. Graphiquement, c'est plutôt joli. Il y a certaines planches qui me rappellent un peu du Frank Quietly sur All Star Superman. Alors, c'est pas du goût de tout le monde, pas tout à fait, mais il y a des trucs un petit peu au niveau du travail, des textures, des peaux et des machins. Je trouve qu'on est un peu là-dessus. Euh, mais après, le titre, c'est vachement le foutoir. Alors, est-ce que c'est fait exprès ou pas? Je ne sais pas. Mais voilà, et on suit en fait finalement pas tant Bizarro. Alors pour le moment, on suit pas tant Bizarro que ça, mais c'est plus on explore le Daily Planet relativement tôt dans la chronologie. Il me semble qu'on est à peu près dans la première ou deuxième année depuis que Superman est arrivé. Et ben, c'est un petit peu via le prisme du Daily Planet qu'on va un peu aborder la question du monde de Bizarro et tout ça. Euh, donc c'est un peu, est-ce que c'est fait pour retranscrire un peu le côté chaotique, foutoir d'une salle de rédaction et machin tout ça qui fait un peu ouais, un peu comme dans les films à chaque fois les salles de rédaction c'est tout le monde qui va et qui vient et machin. Donc si c'est fait exprès tant mieux, si c'est pas fait exprès bon, c'est un peu c'est pas qu'il faut s'accrocher pour lire mais disons que ça va un peu partout, il y a des choix graphiques assez qui sont plutôt cool hein, mais qui sont un peu plus demandants en termes de concentration, il y a certaines planches notamment où en fait au lieu de diviser l'action avec plusieurs cases pour les voir par exemple descendre un escalier un machin, ben on va prendre juste le dessin de beaucoup plus loin et on va les voir un petit peu dédoublés on va dire dans les cases pour voilà. Donc c'est quand même ça fait des cases très fournies un peu tout le temps, ce qui est cool hein, parce que c'est pas des procédés qu'on voit souvent, mais voilà, c'est une lecture un peu, faut s'accrocher un peu quoi. Donc c'est joli, c'est chaotique foutoir, mais est-ce que c'est pas dans l'esprit de Bizarro finalement? Voilà. Il y a quand même quelques lignes de dialogue qui sont quand même plutôt bien écrites, plutôt fines. Donc je sais pas si ça vient de Kevin Smith notamment, mais en tout cas globalement c'est sympa, mais il faut être concentré, il faut être un peu préparé. Ouais, bah j'ai eu du mal aussi, hein. Et le problème, c'est que j'ai eu du mal, et même pas pour les mêmes raisons que toi. Ah, Donc, du coup, ça craint un peu quand même, j'ai envie de dire ça. Moi, j'ai trouvé que le numéro mettait quand même beaucoup de temps à se lancer, hein. Pendant un long moment, en fait, limite, on se fait chier, quoi. Franchement, je vois pas trop comment le dire autrement. C'est vrai que c'est long, il se passe pas grand-chose. En termes de personnages, on est quand même assez léger. On se contente de suivre White et Olsen. Euh, et c'est déjà de base, c'est pas forcément ce que tu veux lire, mais c'est encore moins ce que tu veux lire pour un titre bizarro. Donc, c'est vrai que je trouvais que c'était un top départ assez lent, quoi. Ça devient plus fun une fois que Bizarro débarque une fois pour toutes et après qu'il est au centre du récit. Mais il faut attendre un peu plus de la deuxième moitié du numéro, quoi. Donc jusque-là, c'est assez mou. Niveau dessin, j'ai eu un peu de mal, moi, personnellement. Euh, Bah, pareil, en fait, par rapport à ce que tu as dit, toi, tu disais que les cases étaient un peu trop fournies. Moi, c'est au niveau du détail que je trouve ça un peu trop fourni. Donc, par ouais, ça exemple, l'est. tu regardes les visages de certains personnages, entre les rides, les barbes, et puis peut-être les petits défauts du visage, ok, c'est réaliste, mais du coup, ça te donne une tête limite d'homme poilu comme ça. C'est trop chargé, quoi. Alors, des fois, je râle parce que c'est trop épuré. Là,
Là, c'est l'opposé. Donc, assez mitigé pour ce premier numéro quand même, je dois l'avouer. Plutôt d'accord aussi, hein, je vois complètement d'où tes, tes propos, hein, pour le coup. Alors, même si je partage pas forcément l'avis critique, mais en termes d'observation, oui, c'est fourni, on va dire. Alors, concernant Alien King Killer. Alors déjà, au niveau du synopsis, c'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir, puisque là, on part du principe que ça y est, hein, non seulement les aliens ont débarqué sur la Terre, mais en plus, clairement, ils en ont pris le contrôle, hein. Donc c'est-à-dire que là, si vous voyez quelques êtres humains, il faut partir du principe que c'est plus une sorte de poche de survivants qu'autre chose. Euh, on est un peu plus sur les films Terminator. Vous savez, quand vous voyez les scènes du futur, où vous voyez quelques résidents en train d'affronter les Terminators, mais vous comprenez clairement que le monde est d'ores et déjà foutu. Là, c'est un peu le même principe, hein, c'est-à-dire qu'il y a des débris partout. Voilà, on sent qu'il y a eu du dégât, et les quelques personnes que l'on voit par-ci par-là, bah, très rapidement, ils se font attaquer par les aliens. Après, ce qui est assez intéressant, c'est que malgré ce contexte, les aliens ne représentent finalement bah justement qu'un contexte, c'est-à-dire qu'ils sont pas du tout, mais pas du tout omniprésents, hein. Au niveau du récit, en tout cas dans ce premier numéro, on suit deux frères qui se font la guerre. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'aliens, mais ils sont vraiment secondaires par rapport à l'intrigue. Concernant les deux frères qui se font la guerre, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à en dire. Bon, on n'est que sur le premier numéro en même temps, hein, donc il va falloir attendre un petit peu pour en apprendre un peu plus. Après, j'ai trouvé quand même déjà intéressant visuellement leur pouvoir. C'est-à-dire que on comprend assez rapidement que les deux frères, ou au moins un des deux, a des pouvoirs, ok, et ce pouvoir se manifeste sur eux, mais de manière un peu technologique quand même. J'ai trouvé ça assez intéressant. Donc là, par exemple, le truc orange sur le torse ou alors les yeux orange, bon là ça peut clairement faire pouvoir, mais je sais pas si vous voyez au niveau du bras par exemple, hormis les veines, on a des petites lignes comme ça qui font un peu plus réseau, ordinateur. Je trouve ça intéressant. Donc voilà, c'était une petite originalité, je trouvais. De manière générale, concernant le dessin, ils sont plutôt bons d'ailleurs. J'aime plutôt bien. Après, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je trouve que par exemple sur la case où on voit l'alien, que ça se ressent. On est plus tourné sur des dessins qui mettent l'accent sur l'action. Donc c'est-à-dire que vous avez entre les mains plus un titre alien avec de l'action plus violence, plutôt que véritablement un titre horrifique. Donc niveau dessin, ça fait quand même, ouais, comme tu le dis, Dr Bishop, ça fait quand même digital, et du coup, le côté horreur en prend un coup. Clairement, si vous voulez essayer de retrouver un peu l'ambiance du premier film ou quelque chose comme ça, c'est pas du tout un numéro qui est fait pour vous, hein. Donc là, c'est vrai que niveau dessin, si vous voulez que ça bouge, qu'il y ait des morts, ça peut être pas mal. Si vous voulez vraiment retrouver un titre horrifique, il vaut mieux passer votre tour. Parce que je pense pas que. Bah, c'est-à-dire que par exemple, pour Bizarro, c'est que ce qu'on a pensé du premier numéro. Mais là, je pense pas que l'approche visuelle va changer d'un numéro à l'autre pour le coup. Donc, si comme moi vous avez du mal avec cette approche, en tout cas si c'est pas ce que vous voulez voir sur du titre Alien, je pense que vous allez devoir passer votre tour. Ouais, pas trop le choix pour le coup. On avait parlé de DC Next Level il y a 2 semaines, je crois, 2-3 semaines. Et là, pour le coup, The Fury of Firestorm en fait partie. Donc, alors je sais pas si, ouais, il me semble pas qu'on avait adressé la question de est-ce que les titres Next Level sont dans la continuité ou pas. Je pense que oui. Je pense que oui, ce qui fait que ça rend le titre quand même assez intriguant. Oui, oui, ils le sont. Bon, bah, ça rend le titre quand même assez intriguant, c'est ce que je pensais aussi. Alors, c'est écrit par Jeff Lemire, qui est un gars que quand même, je surveille ce qu'il fait parce qu'il a fait des trucs plutôt bons. Euh, et au dessin, c'est Rafael de la Torre qui avait bossé notamment sur la série Pingouin avec Tom King. Alors, j'ai pas lu la, je crois que j'ai dû lire
un ou deux premiers numéros, je sais plus. Mais les dessins étaient très très bons, donc voilà, le duo m'a vite convaincu. Euh, et on a aussi Marcelo Maiolo pour l'épauler, je crois que c'est au niveau des couleurs si je dis pas de bêtises. Euh, En gros, c'est un petit peu comme. Alors, on revient sur du Tom King, c'est pas fait exprès. Ça me rappelle un petit peu Jenny Sparks, dans lequel Captain Atom avait pété un câble et qui commençait un petit peu à atomiser des gens dans la rue. Là, c'est un petit peu le même principe, hein. Voilà, dès les premières pages, hein, c'est pas un spoil, c'est vraiment le synopsis. Dès les premières pages, Firestorm fout la merde dans un village ou dans une ville américaine, en commençant à modifier un peu tout son environnement et machin, et il commence à transformer aussi des gens. Et donc on envoie une, euh, une personne sur place qui est liée à Ronnie Raymond, parce que voilà, Firestorm c'est Ronnie Raymond et Martin Stein qui fusionnent pour voilà, devenir Firestorm. Et du coup on envoie une connaissance de Ronnie Raymond pour enquêter sur la situation et qu'est-ce qui se passe en fait avec Firestorm, pourquoi il a pété un câble. euh, J'en dis pas trop plus parce que voilà, on commence un petit peu explorer certaines explications du pourquoi, du comment, et ça c'est à lire. Voilà, ça c'est intéressant à lire et pas se faire spoiler. Euh, Là pour le coup, c'est passé beaucoup plus vite. Alors, je sais pas si au niveau de la pagination, s'il y avait quelque chose de différent, mais par exemple sur Bizarro, j'ai l'impression que c'était vachement long. Là pour le coup, mes trois autres lectures sont passées beaucoup plus vite. Donc ouais, Firestorm, c'était pareil, c'est passé vite. Je trouve le postulat intéressant et en plus le fait que ce soit en continuité, voilà, on voit Firestorm faire un petit peu n'importe quoi, donc on se dit ah bah c'est vraiment voilà, c'est pas un truc Elseworld ou je sais pas quoi où tu peux te permettre d'avoir n'importe qui tuer des centaines de personnes. Là c'est dans la continuité, donc pourquoi pourquoi tu fais ça? Donc voilà, c'est le pitch est intéressant, c'est très joli. Voilà, Raphaël de la Torre, très bon dessinateur, c'est très beau. Et puis, à voir comment ils vont expliquer tout ça. Mais en tout cas, la piste pour le moment qui est un peu explorée, ça pourrait donner peut-être un truc plutôt cool. Donc, oui. Voilà. Autant les DC Next Level, notamment, il y avait eu Deathstroke et il y avait aussi eu Batwoman, je crois. Autant Deathstroke, j'avais trouvé ça cool. Batwoman, j'étais un petit peu plus perplexe. Là, pour le coup, Firestorm, des trois que j'ai lus au niveau de DC Next Level, c'est peut-être celui qui m'a le mieux accroché. Donc, oui. C'est un oui. Et pour terminer, on repasse chez Marvel du coup, avec alors Jerry Dugan et Rachel Rosenberg qui ont bossé sur Wonder Man. Si vous vous posez la question pourquoi ils ne l'ont pas sorti plus proche de la sortie de la série télé, je me pose la même question. Voilà. Donc bon, le côté synergie là, il est plus là. Donc, ce qui est con, hein, parce que la série était bien, donc ça aurait pu faire du bien et pour la série et pour le comics, mais bon, après, vu qu'ils reprennent Simon Williams vraiment version comics et pas version MCU, enfin, ils ont pas mis quelqu'un d'autre dans le rôle de Wonder Man, ils ont pas rendu Simon Williams noir, enfin, ils ont pas fait de synergie de ce côté-là, donc c'est aussi pour ça qu'ils n'ont pas fait en même temps, pour se permettre d'avoir un peu la version plus proche des comics et pas plus proche du MCU. Je ne sais pas. En tout cas, comme d'habitude, voilà, Simon Williams, depuis de nombreuses années maintenant, c'est un peu voilà le super-héros acteur de Marvel. Et là, c'est un peu pareil. On le retrouve dans un environnement hollywoodien euh, où en fait il doit un petit peu corriger un petit peu toutes les embrouilles dans lesquelles son pote s'attire. Et puis là, en ce moment, évidemment, voilà, le pote en question est dans des galères pas possibles. On l'accuse d'avoir détourné des fonds en disant qu'il allait faire une série qu'il a pas faite, etc. Le pote en question, il devait collaborer avec quelqu'un qui a disparu, etc. Le pote a volé la voiture de Simon. Enfin voilà, donc c'est plein de trucs qui ressemblent un petit peu à la série. On sait vraiment un petit peu plus des problèmes un petit peu plus mondains, normaux, on va dire normaux, pas super héroïques. Bon, évidemment, il y a quelques touches un petit peu d'univers Marvel. On a Hellcat, on a des mentions au frère de Simon, Eric, oui, la faucheuse, je crois que c'est en VO, enfin le gars avec la grosse lame qui ressemble à la faucheuse de la mort, quoi. Euh, et voilà, et en gros, on le suit à Hollywood, en train d'essayer de réparer les conneries de son pote. C'est sympathique, mais j'ai pas trouvé la lecture méga fluide non plus. Il
y avait quelques moments un petit peu, où ça freinait un petit peu plus dans le rythme. Mais franchement ça allait et je pense aussi qu'il y a un côté graphique qui est plutôt sympathique parce qu'il y a une vraie volonté. Alors il y a notamment des flashbacks dans le récit et du coup dans les flashbacks il y a un style de dessin beaucoup plus rétro. Donc voilà, on joue un petit peu sur le rapport au format, au médium, à la temporalité. Donc c'est voilà, c'est pas exceptionnel, mais c'est des petites touches créatives de dessin qui sont plutôt cool. Et en plus, j'ai trouvé ça je trouvais le petit détail marrant. Le studio où bosse Simon s'appelle Timely Studio. Donc voilà, si vous voulez un petit côté méta, machin, voilà, parce que Timely c'était l'ancien nom de Marvel. Donc voilà, et il y a notamment un gars qui s'appelle Kevin qui bosse chez Timely Studio. Bon, je pense que là aussi c'est une petite référence à Kevin Feige, enfin peut-être pas, mais bon, un Kevin qui bosse dans un studio de cinéma qui a l'ancien nom de Marvel, enfin voilà. Et donc voilà, il y a des petites touches comme ça qui sont plutôt futées au niveau de la construction d'univers qui est plutôt sympa, mais voilà, c'est pas la lecture la plus fluide, mais si vous kiffez le personnage, pour le moment c'est un bon départ. Alors ce qui se passe niveau Marvel, on en parle. Enfin, en tout cas, moi j'ai fait une petite parenthèse là-dessus sur la partie Daredevil parce que ça concerne aussi quelqu'un de chez Daredevil, ce qui se passe chez Marvel en ce moment, mais on en reparlera plus tard, ouais, ouais, ouais. Et peut-être que ouais, peut-être ouais, le perso est trop éloigné de la série. Oui, peut-être que les gens auraient été perdus si et en même temps le comics et la série sortaient, mais que ils n'avaient pas la même couleur de peau ou pas les mêmes pouvoirs ou le même background. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont repoussé le titre. Ça, sans doute, mais j'en suis pas sûr.